14 années de silence, puis un nom qui ressurgit et renverse les certitudes en une seule annonce. Le retour d'Hannibal Kadhafi secoue une Libye morcelée au moment même où, au Sahel, Ibrahim Traoré incarne un souverainisme assumé qui chasse les tutelles encombrantes. Comment interpréter cette rencontre inattendue entre l'héritier d'un régime effondré et une génération décidée à reprendre la main sur ses ressources, ses frontières et sa dignité? Derrière ces trajectoires croisées se dessine peut-être le début d'un basculement africain durable, aux conséquences bien plus vastes que les chancelleries ne l'admettent. Le retour d'Hannibal Kadhafi ne constitue pas seulement un épisode spectaculaire dans une région déjà instable, il ouvre une brèche où s'entremêlent mémoire politique, rivalité régionale et aspiration souverainiste. Comprendre ces dynamiques offre un avantage stratégique décisif pour anticiper les recompositions à venir, car en Libye, il n'y en a que le nom Kadhafi réactif des réseaux tribaux ressuscite des loyautés anciennes et fait vaciller des équilibres imposés depuis 2011. Dans le Sahel voisin, la montée d'un souverainisme résolu, nourri par l'expulsion des forces étrangères et la revendication d'un contrôle intégral des ressources, crée un second foyer d'effervescence. Cette convergence potentielle entre un héritier libyen réapparu et des États sahéliens en quête d'émancipation pourrait remodeler des rapports de force vieux de plusieurs décennies. Et si deux crises distinctes n'en formaient en réalité qu'une seule trajectoire, le spectateur attentif perçoit déjà le risque d'un basculement géopolitique majeur, mais aussi l'opportunité rare de voir émerger un contre-modèle africain capable de redéfinir les règles du jeu régional. La réapparition d'Hannibal Kadhafi n'a pas seulement surpris les observateurs, elle a révélé en quelques jours l'ampleur d'un vide politique que l'on croyait comblé. Et derrière ce retour inattendu, un chiffre s'impose déjà. 14 années d'absence ont suffi pour transformer un héritier oublié en point de ralliement potentiel. Pour comprendre ce glissement soudain, il faut revenir au paysage libyen façonné depuis 2011. Le pays, autrefois réputé pour sa stabilité relative, s'est disloqué en une mosaïque de milices, de gouvernements concurrents et d'intérêts extérieurs en quête de ressources. La chute du régime a laissé un champ de ruines institutionnelles où chaque centre de pouvoir tente d'ériger sa propre légitimité. Dans cet espace fragmenté, le nom Kadhafi n'est pas une relique, c'est une mémoire politique active entretenue par des réseaux tribaux qui n'ont jamais cessé de peser dans les rapports de force locaux. Ce contexte se superpose à un autre tout aussi déterminant, l'embrasement souverainiste du Sahel, de Ouagadougou à Niamey, de Bamako à Conakry. Un mouvement de rupture s'affirme, exigeant la fin des ingérences extérieures. Ibrahim Traoré, devenu symbole de cette dynamique, incarne une génération de dirigeants qui entendent reprendre la maîtrise totale des ressources, des alliances et des frontières. Cette double trajectoire, mémoire libyenne réactivée d'un côté, souverainisme sahélien consolidé de l'autre, n'est pas une coïncidence. Elle est le résultat d'une décennie où promesses de transition, interventions étrangères et crises sécuritaires ont accumulé frustration et désillusion. Hannibal Kadhafi revient dans un pays en quête d'un centre, tandis que les États du Sahel avancent vers une autonomie assumée. Lorsque deux forces nées de crises parallèles convergent, elles redessinent l'horizon régional. Ce croisement imminent soulève une question latente depuis la chute du régime. La région cherche-t-elle un nouveau pilier politique ou glisse-t-elle vers une recomposition plus vaste que ce que l'on reconnaît publiquement? Pour saisir les premiers effets du retour d'Hannibal Kadhafi, il faut s'appuyer sur ceux qui observent la scène de près, notables tribaux, médiateurs locaux, responsables municipaux confrontés chaque jour aux réalités d'un pays morcelé. Leur regard, bien souvent occulté dans les analyses internationales, éclaire pourtant les zones d'ombre où se décident les équilibres futurs. Les tribus, colonnes vertébrales de la vie politique libyenne, ont été les premières à réagir. Certaines y voient l'occasion de reconstituer un centre d'autorité stable. D'autres redoutent une reconfiguration qui rebattrait des alliances fragiles construites au fil des ans. Deux situations récentes illustrent cette tension. Dans la région de Bani Walid, des médiateurs locaux ont rapporté une hausse soudaine des consultations tribales dès l'annonce du retour d'Hannibal, signe qu'un repositionnement discret se prépare.
À Benghazi, à l'inverse, des acteurs civils impliqués dans les structures administratives improvisées depuis 2014 craignent que cette résurgence ravive des rivalités anciennes et relance une compétition pour le contrôle des institutions paralysées. Ces réactions, encore dispersées, montrent toutefois une constante. Chaque faction tente de mesurer ce que pourrait signifier l'arrivée d'un héritier doté d'une légitimité historique, même affaiblie. Pour les groupes armés, cela peut impliquer une renégociation des lignes d'influence sur les territoires qu'ils administrent de facto. Pour les acteurs civils, l'enjeu est de savoir si une figure centrale peut stabiliser des rouages institutionnels épuisés par 12 années de fragmentation. La question qui se profile est simple mais déterminante. Qu'adviendra-t-il si la mémoire retrouve un porte-voix audible ? Avant l'annonce officielle, la Libye avançait dans une routine instable, négociations gelées, milices consolidées, diplomaties étrangères installées dans un équilibre précaire. Après le retour d'Hannibal Kadhafi, la dynamique change brutalement. Les lignes bougent, les alliances frémissent, les calculs s'ajustent dans l'ombre. Tout commence par une série de signaux faibles, presque imperceptibles, qui deviennent en quelques jours un véritable courant souterrain. Le premier déclencheur apparaît à Tripoli. Plusieurs factions locales accélèrent leurs réunions internes, conscientes qu'un nom chargé d'histoire peut, à lui seul, rebattre les cartes. Des chefs tribaux jusque-là silencieux réapparaissent, renouant des liens laissés en sommeil depuis 2011. Puis la secousse gagne l'est du pays. Certaines milices proches des structures politiques parallèles interrogent leurs alliances, redoutant qu'un centre d'autorité alternatif n'émerge. Le retour d'Hannibal agit comme un catalyseur. Il ne crée pas les fractures, mais les éclaire au grand jour. Le deuxième mouvement se produit au sud. Les passerelles historiques entre tribus libyennes et groupes sahéliens réactivent un réseau de consultations discrètes. Dans cette zone, les circulations transfrontalières, humaines, politiques, économiques n'ont jamais cessé. Et c'est ici que la trajectoire croise celle du Sahel, où Ibrahim Traoré et ses alliés incarnent un souverainisme qui bouscule l'ordre établi. Le départ des forces étrangères du Burkina Faso, suivi par le Mali et le Niger, a envoyé un message clair. Des États africains sont prêts à reconfigurer leurs relations internationales à partir de leurs propres priorités. Le troisième temps du récit marque le pic de tension. Plusieurs capitales occidentales convoquent d'urgence leurs cellules Afrique du Nord et Sahel. Les diplomates ne s'interrogent pas sur la symbolique, mais sur l'effet domino. Si la mémoire kadhafiste s'unit au mouvement souverainiste sahélien, un couloir géopolitique inédit pourrait voir le jour, reliant Méditerranée et Sahel dans une même logique d'autonomie stratégique. Les marchés énergétiques réagissent de brièvement, signe que le risque d'un basculement est pris au sérieux, puis vient la phase de résonance plus lente mais plus profonde. Des analystes régionaux décrivent une réouverture du champ des possibles en Libye. Des universitaires sahéliens y voient une opportunité historique pour consolider une architecture africaine indépendante. Dans les médias panafricains, les débats se multiplient sur la portée de cette convergence, tandis que des voix occidentales s'inquiètent d'un affaissement de leurs mécanismes d'influence. La dernière onde, plus diffuse, touche les sociétés elles-mêmes. Des Libyens, fatigués d'années de fragmentation, se demandent si une figure dotée d'un héritage peut enfin offrir un centre stable. Dans le Sahel, certains y lisent un signal de cohérence régionale, d'autres redoutent une alliance trop lourde à gérer. Ce n'est pas encore une bascule, mais c'est une préparation silencieuse au changement. L'événement pivot est désormais clair, ce retour n'est pas un épisode isolé. Il active une mémoire, déclenche un écho régional et ouvre un corridor où crise et aspiration pourraient fusionner. La première mesure essentielle repose sur un contraste net. Avant 2011, la Libye disposait d'un appareil étatique centralisé capable de financer santé, éducation et infrastructures. Après 2011, la fragmentation institutionnelle a fait chuter ces services à un niveau inédit. Cette rupture structurelle constitue la base du débat. Un pays
passer d'un système stabilisé à une architecture éclatée en une décennie. Et c'est sur cette trajectoire que s'inscrit le retour d'Hannibal Kadhafi, non comme une anomalie, mais comme l'expression d'un manque persistant de centre politique. Le premier indicateur significatif concerne l'accès aux soins. Dans les années 2000, la sécurité sociale libyenne couvrait près de la totalité des frais médicaux, permettant à tout citoyen de se faire opérer sans verser un seul dinar. Cette situation traduisait une politique de redistribution large et cohérente. Aujourd'hui, une proportion croissante de patients se voit contrainte de voyager à l'étranger, faute d'infrastructures hospitalières opérationnelles. Ce glissement montre comment un pilier social a basculé d'un système assuré à une dépendance extérieure coûteuse. Le deuxième indicateur se situe dans l'espace sahélien. En 2023, le Burkina Faso a expulsé les forces françaises de son territoire, marquant une décision souverainiste rare dans l'histoire contemporaine de la région. Ce geste, loin d'être symbolique, montre la capacité de certains États à renverser les schémas sécuritaires hérités. Il a aussi déclenché un effet domino puisqu'il a précédé les choix similaires du Mali et du Niger. L'ensemble révèle une dynamique ascendante de reprise de contrôle stratégique. Le troisième indicateur relève du secteur énergétique. En 2023, le Niger a suspendu ses exportations d'uranium vers la France, provoquant un choc immédiat sur les marchés européens. Cette décision, isolée en apparence, montre comment un État sahélien peut influencer des chaînes d'approvisionnement qui paraissaient jusque-là intouchables. Elle témoigne aussi d'une volonté croissante de lier ressources et souveraineté dans un même rapport de force. Ces trois mesures, couverture médicale passée, expulsion des forces étrangères, suspension d'exportations stratégiques, dessinent une évolution commune, une transition d'un ordre post-colonial stabilisé à une revendication d'autonomie affirmée. Elles éclairent toute la profondeur des frustrations accumulées et expliquent pourquoi une figure comme Hannibal Kadhafi peut redevenir audible dans une Libye fragmentée. Dans cette équation, les États du Sahel opèrent une transformation quantifiable. Le retrait militaire étranger, la mise en place de nouvelles alliances régionales et la création d'accords économiques alternatifs traduisent une volonté d'architecture indépendante. Ces signaux ne sont pas isolés, ils coïncident avec une revalorisation de la mémoire politique et tribale en Libye, créant un terrain où les trajectoires peuvent se rejoindre. L'analyse montre alors un mouvement cohérent. La région se recompose autour d'acteurs cherchant à contrôler leurs ressources, leurs coopérations et leurs institutions. La question n'est plus de savoir si ces lignes vont se rencontrer, mais de mesurer quand et comment elles s'aligneront. Deux thèses majeures s'affrontent aujourd'hui autour du retour d'Hannibal Kadhafi. La première soutient que sa réapparition pourrait enfin offrir à la Libye un centre politique capable de stabiliser un échiquier fragmenté depuis 12 ans. Selon cette perspective, aucune transition n'a réellement fonctionné depuis 2011. Les gouvernements provisoires mais se sont succédés sans consolider des institutions cohérentes. Les milices ont occupé le vide sécuritaire et les influences étrangères ont redessiné des zones de contrôle au gré de leurs intérêts. Dans un tel contexte, l'arrivée d'un héritier bénéficiant d'une légitimité mémorielle et tribale représenterait une occasion rare de reconstituer un noyau d'autorité. Pour ses partisans, un nom qui parle encore aux réseaux tribaux peut créer un socle minimal de cohésion, condition indispensable pour reconstruire un État qui n'a plus de colonne vertébrale. La seconde thèse affirme au contraire que ce retour risque de renforcer les fractures existantes. Pour ses détracteurs, réveiller l'imaginaire kadhafiste revient à réactiver des loyautés anciennes qui ne sont pas partagées par tout le pays. Certaines zones, notamment dans l'Est libyen, pourraient interpréter cette réapparition comme une tentative de revanche politique alimentant de nouvelles rivalités. De plus, l'ingérence persistante de puissances étrangères rend difficile l'émergence d'une figure unique capable de transcender les clivages. Les forces qui bénéficient aujourd'hui d'une Libye fragmentée n'ont aucun intérêt à favoriser une centralisation de l'autorité, surtout si celle-ci repose sur la mémoire d'un régime dont elles ont contribué à la chute. Pour arbitrer ces deux visions, il faut revenir aux données factuelles.
La fragmentation politique post-2011, le poids intact des tribus et l'incapacité des institutions importées à s'enraciner montrent que la stabilité dépend moins de modèles extérieurs que de dynamiques internes. Dans cette perspective, le retour d'Hannibal Kadhafi n'est pas nécessairement une solution, mais il répond à un besoin réel, l'existence d'un repère politique capable de dialoguer avec les structures tribales qui constituent encore le cœur de la société libyenne. C'est là que se joue l'enjeu, non pas refaire le passé, mais comprendre de quel type de légitimité la Libye a besoin pour éviter d'autres années d'errance institutionnelle. Tout bascule d'un coup. Au milieu de ce paysage en recomposition, un point de bascule apparaît, la possibilité réelle que la mémoire libyenne et le souverainisme sahélien ne cheminent plus en parallèle mais s'alignent. Cette hypothèse, longtemps jugée improbable, commence à circuler parmi des analystes régionaux qui observent la montée simultanée de deux dynamiques, le retour d'un héritier qui rouvre une histoire inachevée et l'affirmation d'États sahéliens décidés à rompre avec toute forme de tutelle. Le rôle d'Ibrahim Traoré dans cette équation devient alors central. Son influence dépasse le Burkina Faso. Elle sert désormais de référence à plusieurs gouvernements qui réévaluent leurs alliances, reconfigurent leurs priorités sécuritaires et revendiquent un contrôle accru sur leurs ressources. Lorsque cette impulsion rencontre au nord la résurgence d'un nom porteur d'une légitimité tribale durable, le champ stratégique change d'échelle. L'élément révélateur n'est pas l'idée d'une alliance formelle, encore très lointaine, mais la convergence de perceptions, un même discours sur la souveraineté, un même rejet des dépendances extérieures, un même désir de reconstruire des institutions sur des bases locales plutôt qu'importées. Cette synergie, même embryonnaire, suffit à inquiéter des acteurs extérieurs qui comprennent que la région pourrait entrer dans une zone de cohérence politique inattendue. Ce midpoint révèle ainsi une vérité simple. Deux forces nées de crises distinctes commencent, malgré elles, à se répondre. Les conséquences potentielles de la convergence entre la mémoire libyenne et l'élan souverainiste sahélien se manifestent déjà à travers 4 zones d'impact distinctes. Chacune révèle un segment de la recomposition en cours et éclaire les effets tangibles qui pourraient redéfinir le paysage régional. Comme introduction douce, il est pertinent d'évoquer niveau national. Libye. En Libye, le retour d'Hannibal Kadhafi rouvre un champ politique longtemps verrouillé. Les tribus, qui demeurent la colonne vertébrale du pays, réévaluent leurs alliances et projettent de nouveaux arrangements internes. Cette dynamique pourrait, dans un scénario favorable, produire un centre d'autorité capable de réduire l'influence des milices qui administrent de facto de larges portions du territoire. Elle pourrait également favoriser une recentralisation du contrôle pétrolier, enjeu que les acteurs extérieurs surveillent attentivement, mais la même logique peut aussi cristalliser des rivalités entre factions opposées à toute résurgence kadhafiste, risquant d'enclencher une reconfiguration conflictuelle du paysage institutionnel. Sur le plan diplomatique, la résurgence de la famille Kadhafi complique profondément les équations étrangères. Plusieurs capitales, longtemps habituées à une Libye fragmentée et dépendante, redoutent un recentrage national qui annulerait des années de stratégie d'influence. Si un leadership crédible émerge, appuyé par une légitimité tribale reconnue, les mécanismes diplomatiques occidentaux devront être recalibrés. Simultanément, des États sahéliens, inspirés par le discours porté par Ibrahim Traoré, pourraient trouver en Libye un partenaire politique aligné avec leurs aspirations, ce qui ouvrirait la voie à une diplomatie sud-sud renforcée, moins perméable aux injonctions externes. Comme introduction douce, il est pertinent d'évoquer niveau des dynamiques nord-sud, Libye-Sahel. Les interactions entre Libye et Sahel sont anciennes. Elles reposent sur des circulations tribales, économiques et sécuritaires jamais interrompues. Si ces flux se trouvent désormais encadrés par des acteurs porteurs d'une vision souverainiste, l'espace nord-sud pourrait se structurer en un corridor stratégique inédit. L'hypothèse d'une complémentarité géopolitique, ressources libyennes au nord, leviers politiques sahéliens au sud,
devient concevable. Une telle architecture reconfigurerait les voies d'échange, les routes énergétiques et les alliances militaires, faisant de la région un bloc plus cohérent qu'elle ne l'a été depuis plusieurs décennies. Comme introduction douce, il est pertinent d'évoquer niveau continental et extra-régional. Au niveau continental, cette convergence redonne vigueur à des visions panafricaines que beaucoup jugeaient enfouies. L'idée d'une intégration économique ou sécuritaire, encore embryonnaire, retrouve une pertinence nouvelle dans le contexte de rupture avec les tutelles extérieures. Sur la scène internationale, l'impact serait considérable. Une Afrique du Nord et un Sahel alignés sur un même discours souverainiste pourraient peser davantage dans les négociations globales, qu'elles concernent l'énergie, les ressources stratégiques ou la sécurité collective. Pour leurs partenaires extérieurs, ce changement constituerait un défi majeur car il mettrait fin à un modèle de dépendance qui structurait encore l'ordre régional. Ainsi, les effets déjà perceptibles ne sont pas des anomalies isolées. Ils annoncent une recomposition profonde où chaque acteur réévalue sa place et ses marges de manœuvre. Pour projeter l'évolution des prochains mois, 3 scénarios se dessinent selon l'intensité des interactions entre la Libye en recomposition et les États sahéliens engagés dans leur propre réorientation stratégique. Chacun repose sur des dynamiques déjà observables et sur la manière dont les acteurs régionaux répondront à l'effet d'entraînement créé par le retour d'Hannibal Kadhafi. Scénario 1, le scénario base, gain, stabilisation limitée, coopération prudente. Dans cette configuration intermédiaire, la Libye amorce un début de recentralisation, mais sans percée décisive. Les tribus réaffirment leur rôle, quelques institutions administratives se restructurent et un embryon de dialogue national réapparaît. Les États sahéliens, de leur côté, consolident leur bloc souverainiste, mais n'établissent qu'une coopération politique mesurée avec Tripoli. Les échanges restent ponctuels et l'idée d'un corridor stratégique nord-sud demeure exploratoire. Ce scénario réduit les risques, mais limite aussi les possibilités d'intégration. Scénario 2, le scénario optimiste, convergence accélérée et architecture régionale émergente. Ici, la résurgence d'Hannibal Kadhafi trouve un écho favorable parmi les tribus, permettant l'émergence d'un centre politique libyen plus cohérent. En parallèle, les États du Sahel intensifient leurs alliances économiques et sécuritaires, cherchant activement une coopération structurée avec Tripoli. Une complémentarité se met en place, ressources libyennes au nord, souverainisme politique au sud. Des projets conjoints apparaissent, notamment dans l'énergie, le transport et la sécurité frontalière. La région pourrait alors amorcer une transition vers une autonomie stratégique plus solide. Scénario 3, le scénario pessimiste. Fragmentation accrue et spirale de rivalité. Dans ce cas, le retour d'Hannibal ravive d'anciennes fractures, entraînant une compétition entre factions libyennes. Les ingérences extérieures s'intensifient pour empêcher l'émergence d'un centre national solide. De leur côté, certains États du Sahel font face à des pressions diplomatiques et économiques qui ralentissent leur dynamique souverainiste. Les tentatives de coopération sont bloquées ou détournées. Le corridor nord-sud s'effondre avant même d'exister, laissant place à une recomposition instable et imprévisible. Comme introduction douce, il est pertinent d'évoquer conseils de lecture stratégique. Pour analyser les prochains mois, il faudra adopter un principe simple, ne pas projeter des modèles préexistants, mais observer comment mémoire et souveraineté s'articulent, là où les institutions formelles sont fragiles. L'enjeu qui se dessine autour de la Libye et du Sahel dépasse largement les négociations diplomatiques ou les discours officiels. Il touche directement 3 cercles d'acteurs, chacun confronté à des conséquences concrètes qui redéfinissent sa manière d'habiter le présent et d'anticiper l'avenir. Premier cercle, les populations locales. Pour les Libyens, comme pour les habitants du Sahel, les recompositions actuelles influencent l'accès aux services publics, la sécurité quotidienne et l'espoir d'un horizon politique plus stable. La perspective d'un recentrage libyen ou d'une coordination sahélienne mieux structurée ne représente pas une abstraction. Elle conditionne la possibilité d'une vie moins fragmentée, moins dépendante d'acteurs extérieurs, moins exposée aux ruptures brutales qui ont marqué la dernière décennie. Deuxième cercle, les diasporas africaines.
Les communautés installées en Europe, au Moyen-Orient ou en Amérique observent ces dynamiques avec une attention nouvelle. Une Libye stabilisée ou un Sahel affirmant son autonomie redéfinirait leurs liens économiques, leurs projets d'investissement, leurs possibilités de retour et leur rôle dans la construction d'un récit panafricain contemporain. Leurs réseaux financiers, médiatiques, sociaux deviennent des relais essentiels dans une transformation qui dépasse les frontières nationales. Troisième cercle, le public international. Pour les spectateurs extérieurs, il y a la convergence entre mémoire libyenne et souverainisme sahélien invite à repenser les imaginaires dominants sur l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Elle rappelle qu'aucune région n'est vouée à rester figée dans des schémas imposés. Les récits habituels, crise, dépendance, tutelle, se voient challengés par des logiques d'autonomie et par des acteurs qui redessinent leurs priorités sans attendre de validation étrangère. L'expérience de ces trois cercles montre que la scène qui se joue aujourd'hui n'est pas lointaine. Elle concerne chacun, directement ou indirectement, à travers ses choix d'information, de solidarité et de responsabilité, pour qu'une trajectoire stable émerge entre la Libye en recomposition et les États sahéliens engagés dans une affirmation souverainiste. Une feuille de route pragmatique s'impose. Elle ne cherche pas à forcer une intégration prématurée, mais à créer des points d'appui concrets permettant aux acteurs d'avancer sans illusion ni dépendance extérieure. Dans cette dynamique, la figure d'Ibrahim Traoré joue un rôle moteur en incarnant une logique d'autonomie qui résonne désormais au-delà du Sahel. Comme introduction douce, il est pertinent d'évoquer stabiliser les points de contact nord-sud. La priorité consiste à identifier les zones où les flux humains, économiques et sécuritaires sont les plus denses. En Libye, certaines régions frontalières servent déjà de relais naturel. Une coordination technique, même limitée, permettrait de sécuriser ces axes sans créer d'engagement politique trop lourd. Cette première mesure crée un socle de confiance minimal. Comme introduction douce, il est pertinent d'évoquer créer une plateforme de consultation tribale et étatique, puisque les tribus demeurent les acteurs clés en Libye, leur inclusion est indispensable. Un mécanisme de consultation régulière entre autorités sahéliennes et représentants tribaux libyens favoriserait un dialogue centré sur les réalités locales plutôt que sur les agendas extérieurs. Cette approche renforce la légitimité des échanges. Comme introduction douce, il est pertinent d'évoquer articuler ressources et souveraineté. Les États sahéliens, inspirés par la ligne défendue par Ibrahim Traoré, cherchent à contrôler l'exploitation de leurs ressources. Un partage d'expérience avec les acteurs libyens sur la gestion des hydrocarbures ou des corridors logistiques peut constituer un levier stratégique. Il ne s'agit pas d'unir les modèles, mais de comprendre les marges d'autonomie possibles. Comme introduction douce, il est pertinent d'évoquer structurer une coopération sécuritaire limitée, mais ciblée. La circulation transfrontalière d'armes et de groupes armés reste un défi majeur. Une coopération technique centrée sur les renseignements locaux et les mécanismes tribaux réduirait les zones d'incertitude sans engager une alliance militaire formelle. Comme introduction douce, il est pertinent d'évoquer encourager des initiatives médiatiques panafricaines. Renforcer des réseaux d'information indépendants permettrait de contrer les campagnes de désinformation qui cherchent à diviser les dynamiques actuelles. Ce chemin progresse par petites touches. Chaque étape réduit la dépendance et renforce la cohérence régionale. Au moment où la Libye tente de se réapproprier son centre politique, et où le Sahel poursuit son chemin souverainiste, un fil rouge s'impose, la mémoire partagée. Ce motif, déjà perceptible dans les consultations tribales évoquées plus tôt, revient comme un repère discret mais constant. Il rappelle que les trajectoires politiques les plus durables s'enracinent moins dans les institutions importées que dans les récits transmis, les solidarités anciennes et les gestes d'autonomie qui se construisent au quotidien. Dans cette histoire en mouvement, la montée d'Ibrahim Traoré résonne comme un écho contemporain à ses continuités profondes. Son influence ne tient pas seulement à ses décisions, mais à la manière dont il redonne confiance à des millions de personnes convaincues qu'un autre rapport au monde reste possible. Du côté libyen, le retour d'Hannibal Kadhafi ravive un imaginaire que l'on croyait figé, prouvant qu'aucune mémoire politique ne disparaît tant que les enjeux qui lui ont donné naissance demeurent vivants. Ces deux lignes, longtemps parallèles, se rapprochent désormais sous la pression d'un même désir:
reprendre la maîtrise de ce qui a été perdu. Et c'est là que se trouve la clé de ce moment historique. La mémoire peut redevenir une force. Dans un continent trop souvent raconté par d'autres, la possibilité d'un récit endogène ouvre une brèche où se glissent dignité, souveraineté et avenir. À mesure que la Libye retrouve une voix et que le Sahel affirme la sienne, une invitation silencieuse circule entre ces deux espaces. Regardez autrement ce qui émerge. Non pas comme une rupture menaçante, mais comme l'expression d'un besoin légitime de reprendre en main des destins trop longtemps dictés par d'autres. Cette transition, encore fragile, dépendra de la capacité des citoyens, des diasporas et des observateurs internationaux à soutenir des dynamiques fondées sur l'écoute, la compréhension et la lucidité, plutôt que sur les préjugés et les récits hérités. Rien ne garantit que ces transformations aboutiront. Mais chacun peut contribuer à son échelle en s'informant auprès de sources africaines indépendantes, en relayant des initiatives locales, en favorisant un dialogue débarrassé des récits simplificateurs. Dans un monde où les équilibres changent rapidement, prêter attention à ces mouvements émergents devient une forme d'engagement en soi. La région s'ouvre à un nouvel horizon, à chacun de décider s'il souhaite rester spectateur ou devenir partie prenante de cette conversation en construction.